Alors aujourd'hui, nous sommes réunis autour du thème Bagneux, première pierre du Grand Paris. On pourrait croire que c'est un slogan publicitaire ou un slogan politique, mais c'est bel et bien une réalité. Et je souhaite de prime abord donner la parole à Madame Boudjena. Je voudrais évidemment vous remercier toutes et tous de votre présence. Remercier tout d'abord Monsieur Beils de Codic pour cette invitation et toutes ses équipes pour nous accueillir dans ce tout premier immeuble de bureaux de Nozac Écoquartier Victor Hugo. Donc vous avez en quelque sorte, vous, posé la première pierre de ce Grand Paris en osant à un moment où l'immobilier de bureaux n'avait pas le vent en poupe. Donc je veux vraiment saluer votre audace, Monsieur Beils, et votre sens de l'opportunité qui nous permettent aujourd'hui d'inaugurer ce bâtiment peu commun et de donner un vrai signal de lancement du tertiaire sur cette partie de la RD 920. Au total, notre ambition, c'est d'accueillir environ 12 000 emplois dans les 15 prochaines années, avec un atout supplémentaire. Je pense qu'on y reviendra dans le courant de la conférence de presse. C'est une redevance bureau 4 fois moins élevée que dans les villes voisines des Hauts-de-Seine. 92 € contre 400. Nous nous inscrivons résolument dans le paysage métropolitain, une métropole que nous souhaitons durable et solidaire, qui travaille à résorber les inégalités. Donc les investisseurs présents ici s'apprêtent à développer environ 115 000 m² de bureaux. C'est des projets qui avancent bien, et chacun le sait, finalement, c'est la dynamique qui crée la dynamique, et on est en train de le vivre. Et c'est évidemment très, très positif. Donc voilà, je voudrais terminer en disant que Bagneux va donc continuer à se métamorphoser dans le respect de ses habitants et même avec ses habitants, parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Mais c'est aussi avec un partenariat intelligent et responsable entre le public et le privé. Donc la première question qui me vient à l'esprit, puisqu'on parle du Grand Paris, s'adresse à vous, Madame Barrault-Perrenay. Vous êtes membre du directoire de la Société du Grand Paris. Alors ma question est assez simple. Pourquoi commencer par le tronçon sud du Grand Paris Express ? Que représente ce territoire sud de la Petite Couronne, et quelle place accordez-vous finalement à Bagneux dans le projet du Grand Paris ? Pourquoi commencer par le sud ? Parce qu'il y a des enjeux absolument formidables sur ce territoire du sud francilien. Et c'est vrai qu'autour de ce qui se passe à Bagneux, on voit effectivement tout le potentiel qui existe. Donc notre première ligne, effectivement, sera la 15 Sud, donc de Noisy-Champs jusqu'à Pont-de-Sèvres. Et quand on est à Bagneux, parce qu'avant tout, je pense qu'il faut parler des Balnéolais, finalement, ça va permettre à un habitant aujourd'hui de Bagneux d'aller en quelques minutes à Orly, 15-16 minutes à Orly, d'aller à Pont-de-Sèvres en 9 minutes. Donc, c'est dire aussi tout le changement que ça va pouvoir opérer pour les habitants. Et à l'inverse, on le voit avec ce nouveau bâtiment, je pense que c'est important de le souligner, la capacité aussi d'attirer du coup sur le territoire des entreprises, des acteurs économiques qui, de la même manière, de par leur résidence, pourront accéder rapidement à la ville de Bagneux. Nous, notre choix, c'est vraiment de faire en rocade, c'est-à-dire de permettre à ces territoires du Sud de se relier entre eux, et non pas systématiquement comme aujourd'hui être obligé de repasser par Paris ou par des zones de bus si on veut passer en radial de l'un à l'autre. Donc tout l'enjeu est effectivement autour de cette capacité à aller vite d'un pôle à l'autre, qui crée cet enjeu effectivement de territoire plus global. Alors est-ce que c'est une question aussi de rééquilibrage de la métropole, de commencer par le sud ou... Clairement, c'est très important de commencer par le sud. Presque simultanément, dans la continuité, on va aussi être vers l'est, parce qu'il y a aussi un enjeu, je pense, autour de l'Est pour permettre effectivement de désenclaver certains quartiers. Mais oui, effectivement, le Sud était un enjeu extrêmement important de développement territorial. Alors ma question s'adresse à vous, Monsieur Gaborio. Vous êtes responsable du développement des infrastructures de la RATP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir fait le choix de Bagneux pour étendre la ligne 4 ? Pourquoi ce site en particulier plutôt qu'une localisation en cœur de ville, par exemple ? C'est un projet assez ancien qui remonte dans des contrats de plan, des schémas directeurs qui ont de 10 à 20 ans, mais où toutes ces questions-là étaient déjà prégnantes. Alors évidemment c'est sous la direction des grands investisseurs que sont la région, l'État, le département, sous l'égide du STIF, que ces choses-là se sont faites. Et par rapport à ces 3 axes-là, en fait, on avait déjà tous les ferrements de la ligne 4 qui étaient déjà
en place. On avait initialement, donc dans les analyses de planification des transports, une sorte de trou de desserte en transport lourd entre à l'ouest la ligne 13 et à l'est le RER B. Et ce, à moins de 2,5 km du périphérique, dans un territoire quand même assez peuplé. Et donc, quelque chose qui manquait de ce point de vue-là. Donc là, on est bien sur la question de combler une inégalité territoriale là-dessus par rapport à ça. On avait eu un autre domaine qui nous préoccupe depuis longtemps, c'est la ville durable. Ce sont des choses qui, d'un point de vue concret, doivent être traitées. Depuis 7 ans, en fait, la ZAC écoquartier Victor Hugo est quelque chose qui n'était pas si développé que ça. Maintenant, les choses se développent. Et ça a été un facteur important dans la décision, c'est d'avoir effectivement une rénovation urbaine diversifiée, quelque chose qui permet effectivement d'envisager aussi la partie durable qui est le report des véhicules vers les modes doux, vers des transports en commun. On parle des métros, ça c'est puissant, mais un métro en lui-même, il a un rayon d'action d'environ 600 mètres. L'important, c'est de pouvoir diffuser beaucoup plus loin, même dans les communes environnantes, et donc de pouvoir avoir des transports de rabattement en surface, les bus, les vélos, tout un tas de choses qui existent aujourd'hui, des modes doux. Et Bagneux était tout à fait adapté à une configuration comme ça qui permet vraiment de diffuser assez loin. Ça, c'est le troisième point, et là j'en reviens au métier du transport, sur améliorer la vie des franciliens. D'un point de vue intrinsèque, la ligne 4, c'est tout de même la ligne la plus importante à terme, je dirais à horizon du Grand Paris, c'est la ligne qui sera la plus importante, qui est en correspondance avec toutes les lignes du RER. On se trouvera à 25 minutes de Paris-Centre, 25 minutes de la Défense, 25 minutes de Marne-la-Vallée, et puis Madame a parlé aussi d'Orly, ce qui est une compression tout à fait inédite des distances par rapport à ce qui a pu exister avant. Alors ces projets de transport bouleversent ce territoire. Que signifie donc l'arrivée de ces 2 lignes de métro sur l'aménagement? J'adresse cette question à M. Nourisson. Vous êtes le directeur général de SADEF 94, donc je le rappelle, l'aménageur de cette ZAC. Je pense que cette ligne de rocade, les prolongements de lignes de métro qui vont venir se placer en correspondance vont bouleverser la lisibilité et la vocation de la première couronne francilienne. C'est le cas notamment pour Bagneux. D'une certaine façon, ça va faire tomber certains remparts qui séparent Paris de sa proche couronne. Moi, je suis fondamentalement un décentralisateur et j'ai trouvé que les compétences d'urbanisme données aux maires à partir du début des années 80 a permis une dynamisation extraordinaire de l'Île-de-France. Ce qui manquait peut-être, et ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est que cette dynamique des élus locaux rencontre un projet plus large qui permette à la région Île-de-France dans son ensemble de présenter une attractivité à l'échelle européenne qui soit mieux valorisée. Et je pense que l'intérêt potentiel de la métropole du Grand Paris, c'est de permettre le lien entre cette vision d'un développement de grande échelle et l'échelle territoriale, l'échelle de la commune, l'échelle du territoire intercommunal, voire l'échelle du quartier. Le réseau du Grand Paris est venu apporter, je dirais, un développement et une crédibilité renforcée de par la performance de la desserte. Donc, ces territoires avaient des ambitions. Le réseau du Grand Paris vient leur donner les moyens de ces ambitions. Alors, des conséquences sur l'aménagement, mais aussi des conséquences sur le marché de l'immobilier. Monsieur Siès, vous êtes directeur du département des grandes opérations de BNP. Je pense que vos lumières nous seront très précieuses aujourd'hui. Quelles sont les conséquences de ces projets de transport justement sur le marché de l'immobilier ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je pense qu'on peut parler d'une promesse qui devient réalité puisqu'on va avoir une desserte de qualité et qui plus est multimodale. Il faut savoir que c'est un facteur clé d'attractivité pour les grands utilisateurs qu'on est amené à représenter dans le cadre de prise à bail sur un nouveau territoire. Et on a un sondage qui est réalisé auprès d'eux chaque année. Et quand on leur pose la question justement des transports, ils nous disent à 65% que c'est un élément extrêmement important dans leur décision. Alors quelle est la place de Bagneux aujourd'hui selon vous ?
vous dans ce marché? On a un parc de bureaux sur Bagneux qui représente à peu près 200 000 m² de bureaux. On va, comme vous le soulignez, Madame la première adjointe au maire, on va avoir bientôt 110 000 ou 115 000 m² supplémentaires. Il faut savoir que c'est intéressant parce que souvent les grands utilisateurs ont en tête un chiffre de 300 000 m² qui est finalement le seuil critique qui va leur permettre d'installer une grosse implantation et puis de pouvoir s'étendre et de regarder aussi un territoire dans la durée. Ça, c'est un premier point qui me semble extrêmement important de souligner. Après, il faut aussi rappeler que Bagneux s'intègre aujourd'hui dans une dynamique d'un pôle tertiaire qui est plus important, qui est le plus important de la première couronne sud, puisqu'il totalise 1 130 000 m² et est constitué de 4 communes que sont Montrouge, Châtillon, Arcueil et bien entendu Bagneux. On y compte aujourd'hui à peu près 3000 entreprises et on dénombre notamment 5 grands secteurs d'activité. On peut citer l'industrie avec des groupes pharmaceutiques comme Pfizer. C'est aussi la banque, la finance qui s'y intéresse avec de grosses implantations du Crédit Agricole qui sont à 2 pas d'ici ou encore du LCL. C'est la presse, l'édition avec des groupes tels que Mondadori, Bayard Presse, Éditions législatives et autres. L'énergie et le nucléaire, c'est assez historique avec la SN ou encore de la technologie. Vous l'avez vu à 2 pas d'ici, on a de grosses implantations avec le campus Orange qui en plus s'étend à nouveau et ST Microélectronique. Donc aujourd'hui, on a une demande placée en Île-de-France qui est en hausse de 14%, donc c'est plutôt une bonne dynamique à fin septembre, à comparer sur les 9 premiers mois, bien entendu, de l'année précédente. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est des chiffres qui sont avant tout boostés par les grandes transactions de plus de 5000 m², et c'est avant tout à ce type d'utilisateur aussi qu'on s'adresse avec des opérations comme Résonance ou très bientôt comme les opérations, bien entendu, d'Achero avec un campus, qui elles sont en progression là de 46% par rapport à l'année dernière. Il y a aussi, quand on regarde de manière un peu plus locale, un regain d'intérêt très net pour la première couronne sud, puisqu'on a un volume placé qui est en hausse de 61%. Donc finalement, on peut dire que ces transactions vont venir alimenter un marché francilien qui est attendu à hauteur de 2,4 millions, voire maximum 2,5 millions de mètres carrés. C'est au-delà de la moyenne décennale qui est de l'ordre de 2,3 millions de mètres carrés. Maintenant, c'est une fois de plus les grandes transactions qui sont les plus dynamiques et on pense pouvoir atteindre le million de mètres carrés traités, donc largement au-delà de la moyenne décennale en Île-de-France. Voilà, donc voilà pour la demande. Côté stock, en 2 mots, on a une première couronne sud et c'est important, vous l'avez vu en y circulant, on a eu pas mal de livraisons d'immeubles neufs au cours de ces dernières années, mais aujourd'hui on a une tendance baissière et qui vient emboîter le pas de la tendance baissière du stock constatée en Île-de-France. Ça, c'est un élément aussi qui est très important et qui a l'avantage de recéler aujourd'hui beaucoup d'offres de qualité pour accueillir de nouveaux utilisateurs. Donc là, vous venez de citer énormément d'entreprises, mais que viennent-elles chercher spécifiquement sur ce territoire, à Bagneux par exemple ? Bah écoutez, je pense que on parle souvent de rapport qualité-prix. C'est vrai que le terme il est un peu galvaudé, mais je pense que là il est tout à fait adapté parce que les sociétés sont toujours sensibles, même si elles bougent. Souvent, l'un des principaux moteurs reste la recherche d'économies, des consolidations, des regroupements, des immeubles plus performants. Et aujourd'hui, on a un coût par poste de travail qui est divisé par 2 par rapport à Paris Intramuros, c'est la rive gauche de Paris. C'est extrêmement important. On est juste à 2 km de Paris et vous divisez votre coût immobilier par 2. Après, donc la proximité de Paris, il ne faut pas l'oublier. C'est nettement plus simple de convaincre une société de venir et de sortir de Paris pour faire des économies à 2 km que de l'emmener bien plus loin. On pense aussi qu'on aura des sociétés qui feront peut-être le chemin inverse, qui profiteront justement de cette opportunité pour se rapprocher de Paris avec une étape sur la commune de Bagneux que j'espère durable. Ensuite, c'est la desserte multimodale qui va être le 3e élément. Je ne vais pas y revenir, on l'a déjà longuement détaillé tout à l'heure. Et puis enfin, j'y reviens, c'est le stock de qualité, puisqu'il faut savoir que les grands utilisateurs, lorsqu'ils bougent à 65%, c'est toujours à peu près le même chiffre, d'ailleurs c'est assez drôle, eh bien ils vont se focaliser sur des opérations qui vont être neuves, ou très lourdement restructurées, mais en tout cas certifiées, tout comme l'opération dans laquelle vous vous situez aujourd'hui. En tout cas, pour les plus de 5000 m², ils sont très sensibles puisqu'aujourd'hui, ils ont une vision, bien entendu, développement durable et de pérennité dans leurs bâtiments parce qu'ils ne vont pas bouger, bien entendu, chaque année. Alors, ce sont des statistiques qui arrivent aujourd'hui, qui décrivent une réalité tangible, mais il y a quelques années, il fallait faire preuve d'anticipation. Donc, Monsieur Beils, vous êtes directeur général de Codic qui a développé ce projet.
Donc j'ai plusieurs questions à vous poser. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour développer justement ce projet il y a quelques années, avant même d'avoir tous ces chiffres réconfortants? Notre ADN, c'est vraiment effectivement être un opérateur opportuniste et ambitieux. Et donc, c'est tout ce travail d'anticipation, de création de valeur dans des marchés en devenir. C'est d'anticiper aussi, par exemple, la portion des bâtiments neufs sur le stock total, qui a décru autour de ces dernières années. C'est aussi maintenant anticiper la demande due à ces mouvements de transport en commun où se situeront les grandes sociétés. Enfin, voilà, c'est tout cela qui fait que notre stratégie chez Codic est très étudiée. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus l'offre que vous proposez et à qui elle s'adresse? Mais selon les critères des utilisateurs et les études qui ont été réalisées par nos commercialisateurs, ces critères sont en perpétuelle remise en question. Aujourd'hui, on peut considérer que le transport en commun depuis 10 ans est le critère numéro 1, mais les autres critères fluctuent aussi. C'est pour ça qu'en 2007, nous avons été intéressés par cette zone, parce que quand même, nous détections que c'était un axe structurant de l'entrée de Paris. Et c'est très important. Un axe majeur structurant, parce qu'il y avait déjà le développement de la Vache Noire, qui présentait 180 000 m², et on parlait quand même déjà aussi de quartiers, d'écoquartiers, avec le métro qui arrivait, sans avoir de date précise, puisqu'on parlait quand même de 2016, 2017, maintenant on parle de 2020. Mais donc, il se faisait que les 180 000 m² de la Vache Noire, plus les 120 000 m² de la ZAC Écoquartier Victor Hugo, ça fait 300 000 m². 300 000 m², on peut parler de marché structurant. Et donc, on peut commencer à se frotter, comme le disait Eric, avec des communes avoisinantes comme Montrouge, ici les Moulineaux, mais même, je dirais, Boulogne. Parce qu'on voit que maintenant, Boulogne est remplie, qu'il y a des mouvements qui vont vers le sud, et que donc, on peut présenter des immeubles de haut standing à des prix très concurrentiels. Alors, dans quelle mesure ce projet s'adapte à la situation actuelle et dans quelle mesure il anticipe les évolutions futures? Donc, tout va vers une utilisation la plus efficiente possible, mais il y a aussi quelque chose qui est de plus en plus vrai, c'est aujourd'hui attirer les jeunes talents. Les jeunes ne travaillent plus comme on travaillait dans le temps. Ils veulent des espaces de travail nouvelle génération avec du coworking, des tiers-lieux. C'est un peu le bureau comme à la maison. Et je pense que nous avons énormément travaillé sur ce concept-là. Sodexo nous a aidés en créant un label Résonance Service, où en plus d'une cafétéria, d'un restaurant qui sont ouverts en continuité, eh bien nous allons proposer des tables connectées, du Wi-Fi, des réservations de corner, des salles de réunion en ligne, même une conciergerie, un espace zen, un fitness. Donc vous voyez, une grande évolution de ce que l'on offre aujourd'hui en immobilier, qui était totalement hors radar aussi il y a quelques années. Et en conclusion, je dirais que Résonance va nous permettre d'offrir un bâtiment de haut standing, iconique, connecté, HQE, pour 320 € du mètre carré. Et ça, aux portes même de Paris. C'est quand même assez nouveau aussi. En plus, avec la desserte du métro du Grand Paris, je pense qu'on est vraiment une anticipation à terme. Alors, Résonance intègre une offre qui semble protéiforme. Beaucoup parlent d'un autre modèle qui apparaît aujourd'hui, qui est celui du campus tertiaire. Est-ce que ce modèle est pertinent aujourd'hui? J'adresse cette question à vous, Monsieur Gaillard, qui êtes Managing Director de HRO, qui n'est sans doute pas étranger à toutes ces problématiques liées au campus. Oui, effectivement, le campus tertiaire, c'est la solution pour les entreprises de taille qui cherchent à se regrouper sur un site plus économique. Alors nous avons depuis assez longtemps ciblé ce genre de produits et nous avons eu ce qu'on cherche, en fait, c'est des terrains juste autour de Paris où nous puissions réaliser plus que 50 000 m² pour avoir la masse critique. Ça change tout, on l'a évoqué un peu, c'est très important. Plus qu'il y a des bureaux autour, plus que ça devient un site crédible. Alors nous avons ciblé, on a eu beaucoup de succès par exemple à Colombes, à Saint-Ouen, à Besançon.
Et ces produits, en fait, servent de catalyseur pour le développement de tout le quartier, car les utilisateurs de bureaux créent la demande pour les logements, pour les commerces, pour les hôtels, ce qui fait que tous les quartiers développent d'une manière économiquement faisable. Je m'adresse à vous, Monsieur Kemeras. Vous êtes président de Nexity Paris-Val de Seine. Quelle est la difficulté à mettre en œuvre cette mixité pour un promoteur? Est-ce que le temps d'une opération de logement est le temps d'une opération de bureau, par exemple? La mixité, elle ne se mesure pas tant pour nous, professionnels, mais je crois qu'elle doit se mesurer à l'échelle des usagers et de la collectivité. 3 choses à cela. La première, la mixité, ça permet, à mon sens, d'avoir une ville, une collectivité plus dynamique. Pourquoi? Parce que les quartiers vivent pas au rythme du bureau, pas au rythme des habitants, mais aux deux. La deuxième chose, c'est que dans nos métiers, on dit souvent que l'emplacement, c'est essentiel. L'emplacement. L'emplacement, c'est un mélange de transport, on vient d'en parler, c'est un mélange d'emploi. En faisant de la mixité, on crée de l'emploi, on apporte de l'emploi. C'est un mélange de loisirs, c'est un mélange de services publics et commerciaux, tout ce que l'on trouve là. Donc quand on fabrique de la mixité, on fabrique de l'emplacement et surtout des emplacements en devenir, des emplacements de demain. Et enfin, peut-être un troisième point, quand on fabrique de la mixité, je pense que l'on fabrique du partage. Je pense notamment au stationnement des voitures qui peuvent être éventuellement mutualisées. Je pense également aux énergies des bâtiments de bureaux et des bâtiments de logement. Donc pour répondre à votre question, enfin, sur la difficulté à mener les deux de front, hein, ça l'a déjà été dit, c'est vrai que ce sont des projets qui ne vivent pas au même rythme. Hein, Thierry l'a dit sur les projets d'immobilier tertiaire, on est sur quelque chose de très mouvant, alors que sur l'immobilier d'habitation, on est sur un flux beaucoup plus constant. Le travail qui est mené avec la mairie de Bagneux montre que c'est dans ce travail de partenariat qu'on arrive à sortir les opérations. Alors ce thème de la mixité me fait rebondir sur l'aménagement. Peut-être que M. Nourisson et Mme Boudjena, vous pouvez répondre à cette question. Quelle est la priorité que vous donnez, la priorité au logement ou la priorité au bureau? Et quel équilibre, à terme, pensez-vous obtenir entre bureau, logement et équipement? Disons que notre souhait autour de l'arrivée de ces 2 métros, c'est bien que l'ensemble de la ZAC dans ses fonctions sorte en même temps. C'est-à-dire qu'il aurait été dommage qu'on sorte que les logements ou que les bureaux, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, notre souhait, c'est de trouver un équilibre. Après, si on rentre dans les chiffres, oui, il y a un peu plus de mètres carrés de logement que de mètres carrés d'activité. En même temps, il y a une concentration, comme ça a été très bien expliqué dans la suite de ce qui s'est passé à la Vache Noire, qui se justifie complètement sur la RD 920. On y avait réfléchi à en intégrer éventuellement un petit peu plus en cœur de ville. On a estimé les uns et les autres d'ailleurs, et ça fait partie aussi de la richesse de notre partenariat, c'est qu'on a aussi réfléchi ensemble. Et puis finalement, pour les logements et pour celles et ceux qui habiteront, c'est préférable de se retrouver sur des immeubles qui sont cachés, entre guillemets, dont les immeubles de bureaux font un petit peu façade pour qu'il y ait moins de nuisances, de bruit, etc. Donc voilà comment on a pensé notre écoquartier. Alors cette activité, logement, bureau, laisse entendre qu'il y a une véritable pression foncière sur ce territoire. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre, connaissant l'engagement social de Bagneux, pour lutter contre la spéculation? Écoutez, le mécanisme principal que nous avons choisi d'utiliser, c'est ce qu'on appelle une charte de la construction et de la promotion. Donc une charte qui permet justement d'anticiper sur une évolution que nous estimerions dangereuse, d'élévation trop importante des prix, donc avec 2 secteurs dans la ville, les secteurs de projet, 500 mètres autour des métros, et le reste de la ville ordinaire. Et donc nous avons décidé de 2 niveaux de prix maximum qui sont donc inscrits dans cette charte, avec une réactualisation tous les 3 à 5 ans pour évidemment être connecté quand même au marché, évidemment, mais en contribuant finalement à faire le marché. Tout prouve que non seulement ça freine pas la construction, mais au contraire, ça la dynamise, je crois.
Dans cette charte, il y a des exigences de maîtrise des prix, mais il y a aussi d'autres cadres qui sont établis sur le processus pour aller jusqu'au permis de construire, en intégrant la concertation avec les habitants, qui est utile aussi pour tout le monde, pour que les projets ne soient pas bloqués, en tout cas qu'ils soient bien insérés dans la construction de la ville, et aussi avec des exigences en termes d'habitabilité, de fonctionnalité des bâtiments, de performance énergétique, de qualité architecturale, parce que ça nous semble aussi très important pour construire une ville qui soit durable et qui soit belle. Alors merci de nous faire cette transition, parce que c'est le dernier thème qu'on n'a pas abordé, c'est celui de l'architecture. Donc quel rôle peut jouer l'architecture dans ce contexte social, économique? Je vous laisse la parole. Luc Delamain, vous êtes architecte associé de l'agence SCO qui a réalisé ce bel immeuble. Maxime Barbier et moi-même, donc on est très heureux de vous recevoir ici dans notre immeuble encore un peu. Ça fait partie aussi, et je pense que cette appropriation est importante aussi. Surtout quand on parle de connexion, surtout quand on parle justement de flux, quand on parle de nouveaux territoires, quand on casse les murs, quand on casse les limites, c'est justement aussi c'est redonner aussi de l'identité et au paysage urbain de chaque ville. Donc je pense que c'est important cette notion-là, parce que la connexion, je pense, est très important, et notamment quand on dit qu'en effet qu'on est à 25 minutes de la Défense, mais aussi 25 minutes aussi de Marne-la-Vallée, on change les territoires, on commence à imaginer des centralités autres que simplement Paris. Et encore une fois, multiplier ces connexions permet de créer la chance en effet de se rencontrer, de créer des dynamiques nouvelles, justement de l'emploi, de la culture, et imaginer des mondes qui sont vraiment très différents, et ça c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Et on le voit bien d'ailleurs dans tous les possibles que ça peut imaginer. Et on a essayé avec Maxime Barbier et l'ASCO justement de dessiner, et avec Codic bien sûr, et Madame Oudjena et Madame le maire, de dessiner quelque chose de fort justement à Bagneux, et de marquer l'empreinte, et d'avoir le même objectif et l'exigence, comme le maître d'ouvrage l'avait eu aussi, l'exigence dans le dessin et dans le cadre de vie et dans l'usage aussi du bâtiment. Notre recherche de beauté nous motive aussi chaque jour pour le bien de la ville. Et le contexte économique de cette première couronne autorise justement ces projets de qualité, ou est-ce qu'elle nécessite un effort particulier Je crois que c'est une relation très forte avec les acteurs. Oui, Codic a une empreinte, a une façon de faire, a une exigence. C'était quelque chose qui nous a motivés, qui nous a entraînés, et c'est un dynamisme qui est salutaire, et je pense pour la ville. Donc je pense que quand la ville choisit un maître d'ouvrage, il choisit aussi un architecte, il choisit surtout une dynamique. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de conclure. Merci à tous d'être venus en tout cas, et je vous souhaite une bonne journée.